Et si je devais tout recommencer de zéro, quelles actions précises je mettrais en place dès aujourd'hui pour m'enrichir sur le long terme avec certitude? Un ami m'a récemment posé cette question et même si j'ai un plan extrêmement clair dans mon esprit, je me suis rendu compte que je n'avais jamais partagé en détail une vidéo sur le sujet. Voici la réalité. Je suis convaincu qu'à partir d'une situation médiane en France, c'est-à-dire avec un revenu de 2200 € net pour une personne seule, il est possible de bâtir un patrimoine vraiment solide. Et si tu es marié ou en couple, c'est encore mieux car de nombreuses dépenses sont partagées. Donc tu devrais aller encore plus loin que les chiffres que je vais te présenter. L'objectif ici, une feuille de route complète pour que tu passes à l'action dès aujourd'hui, dès cette année. Soyons directs, on ne s'enrichit pas en 6 mois. Mais voici ce qui est absolument certain. Si tu ne mets pas en place certaines actions stratégiques dès maintenant, tu ne t'enrichiras tout simplement jamais. Et dans la société vers laquelle on se dirige, avec un endettement français record, on peut légitimement s'attendre à ce que l'État prenne de moins en moins de choses en charge. Tu dois donc te préparer à pouvoir financer toi-même ta retraite, tes soins de santé, les études de tes enfants. Pour cela, tu dois t'enrichir. Compter uniquement sur l'État ne fonctionnera plus dans les années à venir et ça c'est une certitude mathématique. Je te propose donc dans ce guide 7 étapes concrètes à lancer dès aujourd'hui pour créer et développer ton patrimoine dans les années à venir. 7 étapes testées et chiffrées et surtout réalisables. Alors si je devais tout recommencer de zéro aujourd'hui avec le salaire médian français à 2200 € net mensuel, par quoi est-ce que je commencerais? Étape numéro 1, arrête de dépenser ton argent dans des choses inutiles et commence sérieusement à épargner. Je sais, ça peut sembler extrêmement cliché, mais c'est littéralement la fondation de tout le reste. Sans épargne, aucun enrichissement n'est possible. La priorité selon moi est de réduire tes dépenses transport, déménage proche de ton lieu de travail et vends ta voiture. Le véhicule reste la première dépense des foyers français. Pour tes trajets quotidiens, privilégie la marche, les transports en commun, le vélo, la trottinette, bref, ce que tu veux. Mais débarrasse-toi de cette voiture qui est ton plus gros gouffre financier. Tu économiseras plus de 400 € par mois, soit 5000 € par an. C'est vraiment énorme. Ensuite, traque tes micro-dépenses en commençant par tes abonnements inutilisés. Disney+, que tu ne regardes jamais, ton abonnement à la salle de sport où tu ne vas plus, ton café quotidien à la cafétéria à 3 €. Renégocie tes assurances trop chères, diminue drastiquement Uber Eats et autres livraisons. Je ne vais pas m'attarder ici car j'ai fait une vidéo complète dédiée à ce sujet, je te mets le lien dans la description sous la vidéo. Et d'ailleurs, en parlant de sous la vidéo, j'ai préparé un récapitulatif complet de ce plan d'action que tu peux télécharger gratuitement sur mon groupe School. Tous les liens sont une nouvelle fois sous la vidéo. Poursuivons maintenant avec l'hypothèse que tu épargnes comme le français médian. Celui-ci affiche un taux d'épargne de 18%. Appliqué à 2200 €, cela correspond à 400 € d'épargne mensuelle. Honnêtement, je pense que tu peux aller bien plus loin que ça. Mais pour les besoins de cette vidéo et pour coller au plus grand nombre, je me baserai uniquement sur ces 400 € mensuels. La vraie question maintenant est, que vas-tu faire avec ces 400 €? L'étape numéro 2 est un préalable absolument crucial à tout le reste et tu peux la réaliser en moins d'1 heure. Ce serait vraiment la première chose que je ferais si je débutais de zéro. J'ouvrirais un plan épargne en action, PEA, et une assurance vie, avant de faire tout le reste. Parce que ces deux enveloppes sont parmi les plus avantageuses fiscalement en France, mais elles sont conditionnées à une durée de détention minimale. Pour le PEA, il faut qu'il soit ouvert depuis plus de 5 ans pour obtenir les pleins avantages fiscaux. Et pour l'assurance vie, c'est à partir de 8 années de détention qu'elle délivre tout son potentiel. Dans un cas comme dans l'autre, il n'y a aucun frais fixe et ton argent n'est jamais bloqué et il demeure retirable à tout moment. Simplement, si tu effectues des retraits avant les 2 durées mentionnées, tes gains seront imposés à la flat tax. Cela n'est pas trop grave, car cela signifie que tu investis depuis peu et donc que tes plus-values sont faibles. Par exemple, si tu investis 5000 € et que tu as fait 10% de gains, ton placement s'élève donc à 5500 €. Tu vas donc devoir payer la flat tax sur tes 500 € de gains, soit 150 € et donc il restera 5350 € dans ta poche. Tu as donc tout intérêt à ouvrir ces deux types d'enveloppes au plus tôt, même en y versant le minimum simplement pour prendre date, car le compteur commence à tourner dès l'ouverture. Et si tu ne sais pas quelle plateforme choisir pour le PEA ou l'assurance vie, tu trouveras les liens vers celle que j'utilise personnellement dans la description sous la vidéo, avec souvent des codes parrains pour que tu touches un petit bonus à la souscription. La troisième étape à mettre en œuvre prend plus de temps, environ 3 à 6 mois. Il s'agit d'acheter ta résidence principale si tu es encore locataire. Mais attention, il ne faut vraiment pas te louper à cette étape car cela te ruinera pour les années à venir et tu seras bloqué
avec cela. Pour réussir cette étape, il y a une astuce extrêmement simple. Ton achat immobilier personnel devra être réalisé exactement comme si tu faisais un investissement locatif classique, sauf que tu seras ton propre locataire. Ce changement de perspective te permettra de ne pas surpayer ton bien en évitant l'achat coup de cœur qui enterrerait tes finances pour de nombreuses années. Règle numéro 1, achète à crédit avec le minimum d'apport. J'ai mis longtemps à comprendre cela, mais si tu veux optimiser à fond tes finances sur le long terme, ton cash doit être orienté vers les placements financiers et en parallèle, ton immobilier doit être acheté à crédit. Il y a 2 raisons à cela. Les placements financiers sont plus rémunérateurs, donc ils sont à privilégier. Cependant, ton banquier ne te prêtera jamais pour investir en bourse. Tu es donc obligé de jouer sur les 2 tableaux, c'est-à-dire utiliser ta capacité d'endettement pour acheter de l'immobilier et utiliser ton cash pour acheter du financier. Et cela commence en mettant le minimum d'apport dans ton achat immobilier. Si tu peux mettre 0, fais-le. En général, on te demandera de financer les frais de notaire, soit 8% de ton achat minimum. Et le reste, fais tout à crédit. Actuellement, les taux sont élevés, mais tu auras une possibilité de faire racheter ton crédit si les taux viennent à baisser dans les années à venir. Et d'ailleurs, des taux élevés te donnent un avantage. Ils permettent d'acheter moins cher car les capacités d'emprunt des autres acheteurs sont réduites. Moins de concurrence, donc des prix plus négociables. Règle numéro 2, calcule comme un investisseur. Tu vas calculer précisément combien coûte un loyer dans le secteur qui t'intéresse et ramener cela au prix d'achat, frais de notaire et travaux inclus. Si tu es seul, achète un studio, un 2 pièces grand maximum, mais sache que ça fera baisser ton rendement locatif théorique. Dans la plupart des grandes métropoles françaises, tu peux trouver des quartiers corrects à moins de 100 000 €. Et si tu es dans une petite ville, c'est encore moins cher et tu peux alors partir sur un 2 pièces sans forcément sacrifier beaucoup de rendement. Règle numéro 3, fais très attention à ce que les charges de copropriété ne soient pas trop élevées. J'ai vu des copros avec 200 € de charges mensuelles, même pour un petit appartement, ce qui anéantit complètement la rentabilité de l'opération. Si possible, privilégie un bien vieillot avec des travaux à réaliser. S'agissant de ta résidence principale, tu pourras ensuite revendre en plus-value dans 3, 4 ou 5 ans pour acheter plus grand sans payer 1 centime d'impôt sur cette plus-value. C'est un avantage fiscal énorme que tu dois absolument exploiter. Règle numéro 4, choisis un lieu proche de ton travail pour définitivement te débarrasser de ta voiture et sans le couple avec le point 1. Et même si tu vis en zone rurale et que tu souhaites garder ton véhicule car il est indispensable, ce que je peux comprendre, tu économiseras l'essence et toute l'usure si tu ne l'utilises pas quotidiennement. Et crois-moi, cela transformera littéralement tes finances. Cet achat change absolument tout pour une raison simple. Il te permet d'économiser entre 500 et 800 € mensuels de loyer. C'est ton premier véritable pilier d'enrichissement. Certes, tu auras un crédit à rembourser. Mais attention, il s'agit en réalité d'une épargne forcée que tu récupéreras, déduction faite des intérêts d'emprunt au moment de ta revente. Au lieu de verser un loyer qui part définitivement dans la poche de quelqu'un d'autre, tu construis ton patrimoine mois après mois. C'est aussi valable, bien sûr, si tu es en couple ou avec des enfants. Tu paieras plus cher ton appartement à l'achat, avec disons 2 chambres par exemple, mais le loyer associé économisé sera lui aussi plus élevé. Simplement, reste à l'écart des appartements de standing récents qui coûtent cher. Et pour ceux qui se posent la question entre faire un investissement locatif et acheter leur résidence principale, laisse-moi te donner mon avis tranché, car j'ai eu la chance de faire les deux à de nombreuses reprises. Privilégie ta résidence principale en premier, sans hésiter. En France, tout est contre les investisseurs immobiliers. Suppression progressive des régimes fiscaux favorables, comme le loueur meublé non professionnel. Protection absolue et parfois absurde des locataires. Travaux énergétiques monumentaux à réaliser pour continuer à louer. Et surtout un taux d'endettement qui a été énormément restreint depuis 2020. Lorsque tu es ton propre locataire, tu n'as pas ces problèmes. Pas d'impôt à payer sur les loyers économisés. Pas d'impayé de loyer. Pas de dégradation. Pas de préavis non respecté. Bref, tu maîtrises absolument tout. Et aujourd'hui, même en ne faisant que du locatif, tu risques d'être bloqué après 2-3 biens, même s'ils s'autofinancent très largement, y compris pour l'achat de ta résidence principale. Donc, fais les choses dans l'ordre. Serre-toi en premier, et si tu peux encore emprunter après ça, fais du locatif. Mais ne fais pas l'inverse. Prenons un exemple très concret pour que tu visualises bien l'impact. Achat 100 000 € avec 10 000 € d'apport, les fameux 10% de frais de notaire. Cela représente des mensualités de crédit aujourd'hui d'environ 500 €. C'est généralement moins ou à peine équivalent à ce qu'on te demanderait en loyer pour le même bien. Chaque mois, tu t'enrichis donc de 500 € de capital remboursé auquel il faut retirer les intérêts payés à la banque, la taxe foncière et les frais de copropriété côté propriétaire que tu n'aurais pas
en tant que locataire. Au final, tu t'enrichis d'environ 350 € mensuels net non imposables. Laisse-moi te montrer ce que ça donne sur le long terme. Imaginons que l'immobilier suive tout simplement l'inflation. Pas de grande envolée, juste la moyenne historique. Au bout de 35 ans, surtout si tu recommences l'opération plusieurs fois, en revendant pour acheter un autre appartement, tu te seras enrichi d'au moins 200 000 €. En réalité, ce sera probablement bien plus. Surtout si tu réalises des travaux intelligents et que tu revends ta résidence principale tous les 3 à 5 ans pour réinvestir tes gains défiscalisés dans ton prochain achat potentiellement plus grand. Mais restons simples et conservateurs. L'idée ici est vraiment de lancer la machine à enrichissement. Achète ta première résidence principale à crédit en considérant que tu réalises un investissement locatif, mais en étant ton propre locataire. Quatrième étape, investir ton épargne de base. Une étape qui peut prendre environ 1 an si tu pars vraiment de zéro. Maintenant que tu n'es plus locataire mais propriétaire, tu as remplacé ton loyer perdu à 100% chaque mois par un crédit que tu rembourses petit à petit. Le coût du crédit est en général très proche de celui de ton loyer précédent, voire même légèrement inférieur. Donc, concrètement, rien n'a changé dans ton budget mensuel au quotidien, sauf que tu t'enrichis indirectement mois après mois. Tu conserves donc tes 400 € d'épargne mensuelle intacts. Et c'est cette épargne qui va constituer le deuxième pilier de ton enrichissement. Il faut le choyer comme la prunelle de tes yeux. Pourquoi ? À cause de l'inflation. L'inflation, c'est cette augmentation mécanique des prix d'une année sur l'autre, qu'on connaît tous, et qui va entamer la valeur de ton argent de façon silencieuse, sans que tu t'en rendes compte, année après année. Pour te donner un ordre de grandeur, avec une inflation très faible de seulement 2% par an, qui est l'objectif affiché des pays occidentaux actuellement, en 35 ans, ton argent aura perdu la moitié de sa valeur. Tes 10 000 € ne vaudront plus que 5 000 € en pouvoir d'achat réel. Et ça, c'est dans un scénario optimiste. Si des phases de forte inflation à 10 ou 15% comme on a connu en 2021 jusqu'en 2024 se reproduisent, la destruction de valeur est encore plus rapide et brutale. Donc, préserve ton épargne à tout prix. Pour cela, tu as une solution simple et efficace. Le fonds euro de l'assurance vie que tu as ouvert à l'étape numéro 2. Le rendement est plus élevé que sur le livret A et surtout son capital est garanti. Cela signifie que tu ne peux pas perdre de l'argent. Actuellement, tu peux trouver des fonds euros performants qui rémunèrent entre 3,5% et 4% par an net de frais de gestion avant prélèvements sociaux. Une fois les prélèvements sociaux déduits, cela représente tout de même un peu plus de 3% par an au final. C'est tout simplement le double du livret A. À ce stade, je placerai l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses sur ce fonds euro, soit entre 5 et 10 000 € pour être vraiment serein mentalement avec un matelas de sécurité. Tu peux aussi continuer sur cette voie en y plaçant de l'épargne dont tu pourras avoir besoin à moyen terme, c'est-à-dire dans moins de 6 à 7 ans. Cependant, si ton objectif c'est vraiment de bâtir un patrimoine conséquent et que tu n'as pas de projet spécifique à court-moyen terme, je basculerai personnellement assez rapidement vers des placements plus risqués mais aussi significativement plus rémunérateurs. Imaginons que tu places 10 000 € de ton épargne de précaution sur du fonds euro à 4% par an. Dans 35 ans, ce capital vaudra autour de 40 000 €. L'idée ici n'est pas de s'enrichir, mais plutôt de permettre à son épargne de précaution de fructifier sans risque et surtout d'éviter de se faire manger par l'inflation. Cinquième étape donc, les investissements plus risqués mais également plus rémunérateurs. Une étape qui va s'étaler sur tes 35 prochaines années ou la durée que tu envisages avant de consommer ton capital. Et là, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Le plan épargne en action que tu as ouvert à l'étape numéro 1 doit devenir ton fer de lance absolu. Comme je l'ai expliqué précédemment, il s'agit de l'enveloppe ayant à ce jour la fiscalité la plus attractive en France, au même niveau que l'assurance vie. Mais le PEA possède un avantage de taille. Sur cette dernière, il n'y a strictement aucun frais annuel d'enveloppe. L'assurance vie a évidemment d'autres avantages considérables, notamment pour la transmission de patrimoine et le choix plus large au sein des supports. Mais pour l'investissement en bourse pur et dur, le PEA est incontournable. Alors, comment bien investir sur ton PEA ? Il existe une infinité de stratégies pour investir en bourse. Actions à dividendes pour toucher des revenus récurrents, actions de qualité pour la stabilité, actions de croissance pour l'explosivité, trading actif, actions décotées pour ajouter de la valeur. En 15 années, j'ai testé honnêtement beaucoup de ces approches, mais cela fait plus de 10 ans que je ne change plus de vision. Pour des personnes lambda comme toi et moi, qui ont une vie, un travail et des passions en dehors de la finance, la meilleure approche est d'investir passivement via des ETF. Je te rappelle, un ETF c'est un fonds qui va tout simplement acheter pour toi de petites parts dans toutes les actions d'une géographie donnée. Le plus connu c'est l'ETF S&P 500 qui investit pour toi automatiquement dans les 500 plus grandes entreprises américaines. Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, etc. Si le nom d'une entreprise américaine te vient, elle est probablement dans le S&P 500. De mon côté, je privilégie personnellement un ETF Monde parce qu'il va investir à la place dans les 1500 plus grandes entreprises de la planète au sein des pays développés. Ainsi, tu suis le marché mondial sans te préoccuper
dans son ensemble. Tu captes une partie des bénéfices des plus grosses multinationales qui dominent l'économie globale. Et le plus beau, c'est accessible à partir de 6 € par part seulement. Tu peux donc vraiment investir à ton rythme chaque mois et en acheter pour 400 € par exemple, tranquillement, sans stress, sans passer ta vie devant des graphiques boursiers. Maintenant attention, les ETF ne seront pas garantis en capital. Cela signifie que si la valeur des actions en bourse chute brutalement, ton ETF perdra autant de valeur. Pour te donner une idée concrète des pires scénarios, les plus grosses crises financières de ces dernières années ont vu chuter la valeur des ETF monde d'environ 50%. La moitié de ton capital qui s'évapore sur le papier. 2008, crise financière, moins 50%. 2020, crack Covid, moins 35% en quelques semaines. C'est violent. Je l'ai vécu, mais voici le point absolument essentiel. Sur le long terme, ces ETF ont toujours rattrapé leurs pertes. Toujours. Sans exception, sur plus d'1 siècle d'histoire boursière. Le problème, c'est qu'il faut être suffisamment fort psychologiquement pour ne pas vendre dans ces moments difficiles. Même si ton beau-frère, tes collègues et les médias te disent « cette fois c'est différent, tout va s'effondrer définitivement ». C'est aussi pour cette raison critique qu'il ne faut y investir que l'argent dont tu n'auras absolument pas besoin pendant les 7 à 10 prochaines années. Mais mis à part cette volatilité inhérente, les ETF actions ont rapporté historiquement autour de 10% par an en moyenne sur le long terme, depuis plus d'1 siècle une nouvelle fois. Et je ne parle pas de rendement théorique ou d'exception, c'est tout simplement la moyenne long terme. Et grâce aux intérêts composés sur un placement qui génère justement 10% annualisé, ton capital double de valeur tous les 7 ans en moyenne. Et c'est exactement pour cette raison que je dirigerai mon cash en priorité vers les placements financiers et non vers l'immobilier. Plus volatile, mais surtout plus rentable sur le long terme. Pour chiffrer les gains associés à cette 5e étape, faisons les calculs ensemble. 400 € placés chaque mois à 10% par an durant 35 ans donne 1,5 million d'euros. Ça, c'est avec 400 € par mois. C'est la puissance brutale des intérêts composés combinés avec le temps. Maintenant, je comprends totalement que certains d'entre vous se disent « Non mais attends, prendre un risque de voir mes placements chuter de moitié quand j'ai 1 million d'euros investis ou plus, c'est vraiment trop gros. Je ne dormirai pas bien la nuit. » Et c'est une réaction parfaitement légitime. Donc on peut imaginer une stratégie un peu plus modérée, placer seulement 200 € mensuels en bourse sur ton PEA et le reste ailleurs pour diversifier ton risque. 200 € investis chaque mois à 10% par an représentent tout de même 750 000 € au bout de 35 ans. 3/4 de millions d'euros. Ce n'est pas rien. Et c'est encore largement suffisant pour transformer complètement ta retraite et ta sécurité financière. Vient alors le moment de mettre en place la 6e étape, la diversification financière de ton patrimoine. Tu te demandes peut-être, si la bourse rapporte 10% par an, pourquoi je n'y mettrai pas tout mon capital? Tout simplement pour éviter de subir des aléas trop forts dans les périodes risquées. Il est essentiel pour ta santé mentale d'investir dans des actifs décorrélés ou inversement corrélés à celles des marchés boursiers. En français, ce sont des actifs qui montent quand la bourse baisse et vice-versa. Le plus connu d'entre eux, celui qui traverse les civilisations depuis des millénaires, c'est probablement l'or. L'or présente une caractéristique très intéressante. Il a tendance à monter en période de crise et d'incertitude, justement au moment où les marchés boursiers chutent brutalement. Regardons les chiffres historiques. L'or a rapporté sur les 25 dernières années plus de 10% annualisé. Cependant, sur des séries historiques plus long terme, et c'est important d'avoir cette vision large, nous sommes plutôt autour de 6% annualisé. Prenons une hypothèse médiane de 8% de rendement annuel. 200 € investis chaque mois à cette performance durant 35 ans aurait donné plus de 450 000 €, presque un demi-million d'euros supplémentaires, tout en réduisant drastiquement la volatilité globale de ton portefeuille. Bien entendu, la diversification ne va pas se limiter à l'or. Elle peut prendre la forme d'un investissement dans des fonds d'infrastructure, dans des hedge funds, dans des matières premières, de l'immobilier coté en bourse, des cryptoactifs, etc. 7e étape à conduire en parallèle de toutes les autres, poursuivre l'investissement immobilier à crédit. En réalité, tu peux mettre en place cette 7e étape juste après avoir réalisé ton premier achat immobilier, donc potentiellement en moins d'1 an après le début de ta stratégie. En France, on te prête uniquement pour investir en immobilier physique ou pour acheter des parts de SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. Ce sont des sociétés qui possèdent des immeubles, des bureaux, des commerces, des entrepôts logistiques, des résidences et qui te permettent d'en acheter des parts. En devenant propriétaire d'une fraction de ces immeubles, tu touches ta quote-part des loyers générés. C'est exactement le même mécanisme qu'un investissement immobilier classique, mais mutualisé sur des dizaines, voire des centaines d'immeubles. Actuellement, je privilégierai cette deuxième option pour continuer à investir à crédit après l'achat de ma résidence principale. La première raison, c'est que les rendements actuels des SCPI sont nettement supérieurs à ceux de l'immobilier en direct. Des SCPI très solides délivrent actuellement plus de 6% net de frais de gestion. Sur l'immobilier physique, dans le top 15 des grandes métropoles françaises, on sera plutôt autour de 3-4%
6% net. La deuxième raison est qu'en investissant sur des SCPI européennes, ton impôt est payé dans le pays d'origine de détention de l'immobilier. Tu n'as donc rien à payer de plus en France. En résumé, le 6% net de frais devient un 6% après impôt, alors que nos 4% net de frais dans l'immobilier en direct en France se transforment en 2% après impôt. La troisième raison est que tu n'as rien à gérer. Et c'est un gros avantage, évidemment. Et la dernière raison est que tu peux investir le montant de ton choix. Tu n'es pas obligé de t'endetter à hauteur de 100 000 euros, comme ce serait le cas pour acheter un autre appartement. Reprenons l'exemple de notre Français moyen qui gagne 2200 euros par mois. Il rembourse déjà 500 euros de mensualité pour sa résidence principale. Son taux d'endettement actuel est donc de 22,7%. 500 divisé par 2200. En France, les banques te prêtent généralement sans problème jusqu'à 35% d'endettement. Tu peux donc débloquer ta capacité d'endettement restante, soit 270 euros mensuels pour emprunter et investir en part de SCPI. Sur 25 ans, cela représente 56 000 euros empruntables au taux actuel. Investi sur des SCPI européennes à 6% annualisé, cela génère 3 360 euros annuels, soit 280 euros par mois. Tu es donc sur un projet qui s'autofinance. Tu n'as rien à sortir de ta poche et dans 25 ans, une fois le crédit remboursé, tu détiens 56 000 euros de part de SCPI qui pourrait avoir simplement suivi l'inflation, soit une revalorisation annuelle de 2% pour donner 112 000 euros dans 25 ans. Et si tu réinvestis tes loyers durant les 10 années restantes, tu auras développé un patrimoine de plus de 200 000 euros grâce à ce nouvel investissement à cash flow quasiment neutre. Attention, cette stratégie implique de souscrire à un crédit supplémentaire. Cela t'engage et il devra être remboursé. Également, les 6% de rendement des SCPI ne sont pas garantis et les parts de SCPI peuvent aussi perdre en valeur ou devenir difficiles à revendre en cas de crise majeure. Donc, assure-toi d'être bien à l'aise avec ce nouvel emprunt, que celui-ci ne te bloque pas pour tes projets futurs ou ne t'empêche pas de dormir la nuit. Ces étapes ne sont pas forcément les plus sexy, mais de mon point de vue, il s'agit aujourd'hui de la stratégie à mettre en place en parallèle de ton travail si tu veux vraiment t'enrichir. Si l'on fait le total, dans 35 ans, cette stratégie résulte en un patrimoine de 1,6 million d'euros. Qui plus est en étant conservateur, car j'ai pris l'hypothèse que ton épargne mensuelle restait fixe à 400 euros durant toute ta vie. Si l'on corrige de l'inflation pour raisonner en valeur réelle, on doit tomber autour d'1 million d'euros en prenant en compte le fait que tu revalorises tes versements. 1 million d'euros, parti de 2200 euros net mensuels, avec une approche extrêmement passive. Au final, ton seul véritable travail consiste à acheter ton appartement en résidence principale à crédit, à ouvrir 3 enveloppes fiscales, c'est-à-dire un PEA, une assurance vie et un compte titre ordinaire, investir chaque mois, toujours sur les mêmes ETF, soit moins d'une dizaine je pense au total, et utiliser ta capacité d'emprunt résiduelle pour faire de l'investissement locatif soit en direct, soit via l'achat de parts de SCPI. C'est tout, pas de trading quotidien, pas d'analyse de bilan comptable de société tous les week-ends. Tu mets les choses en place, tu automatises tes versements mensuels et tu laisses le temps et les intérêts composés faire leur magie. Et si tu as déjà mis en place toutes ces étapes, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran dans laquelle je discute de l'ultime marche à gravir. Celle où tu consommes ton capital. Car ici aussi, il y a une stratégie extrêmement précise pour bien faire les choses, tout en maîtrisant ta fiscalité et les sommes retirées pour te créer une rente vraiment perpétuelle. Et n'oublie pas de regarder sous la vidéo pour rejoindre notre communauté Skool gratuitement, récupérer le résumé complet de la vidéo, mais également tous les liens vers les meilleures plateformes d'investissement que j'utilise personnellement avec des bonus rien que pour toi. Va les récupérer, c'est 100% gratuit. Rien ici n'est une recommandation ou un conseil en investissement. Les performances passées ne préjugent pas de celles à venir et investir comporte un risque de perte en capital.